poursuivons cette journée spéciale retraite sur BFM TV. Bonsoir à vous tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 pour ce troisième grand test de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et ce alors que la bataille se joue, vous le savez, désormais à l'Assemblée. Les syndicats ont-ils une nouvelle fois réussi à se mobiliser? A priori, moins de monde dans les cortèges aujourd'hui. 400 000 manifestants à Paris selon la CGT qui en annonçait 500 000 mardi dernier. Surtout, moins de grévistes car la grève a un coût. Nous y reviendrons. La CGT annonçait ce soir 2 millions de mobilisation sur toute la France et des tensions en fin de cortège, Vincent Montinghem. Oui, quelques tensions en fin de cortège lors de la dispersion. C'est un moment clé, la fin de la manifestation, puisque les forces de l'ordre tentent de faire disperser les gens qui ont participé. Les éléments les plus radicaux, les plus contestataires, tentent eux d'en découdre. Donc on note qu'on est à 18h à 17 interpellations. Un bilan qui va être revu sans doute un tout petit peu à la hausse, puisqu'on le voit, il y a encore des heurts entre les forces de l'ordre et quelques manifestants, des jets de projectiles, des poubelles incendiées, des abribus dégradés. Malgré tout, il faut noter que pour la troisième fois, c'est une manifestation qui se passe relativement bien, puisqu'il faut quand même noter, si on met 400 000 le chiffre de la CGT et 17 interpellations, on est sur un ratio relativement faible. Et d'aucuns, ils voient aussi la méthode de Laurent Nunez, le nouveau préfet. Je vais y revenir. Est-ce qu'on peut dire pour l'instant néanmoins que les incidents ont bien lieu, mais qu'ils sont contenus? Totalement contenus, notamment parce que la préfecture de police et les forces de l'ordre tentent justement d'éviter que les heurts se mettent sur les rues adjacentes de la place de la Bastille à l'heure actuelle. En fait, ils veulent concentrer les efforts sur cette place pour permettre la dispersion du cortège. Alors vous évoquiez le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, qui fait lui aussi secrétaire d'État au sein du gouvernement. C'est quoi sa méthode finalement, puisqu'on ne cesse de la louer depuis maintenant trois manifestations? On va parler d'une méthode un peu moins interventionniste peut-être que celle de son prédécesseur Didier Lallement, qui souhaitait procéder à un maximum d'interpellations pour, dès qu'il y avait des échauffourées, interpeller justement les éléments récalcitrants. Là on le voit, les forces de l'ordre sont un petit peu plus en attente avant que les choses ne dégénèrent, avec une intervention peut-être un peu moins fréquente de ce qu'on appelle les BRAVEM, les brigades de répression contre les actions violentes, qui était vraiment la brigade de Didier Lallement qu'il souhaitait utiliser au maximum. Bon, néanmoins, tout cela reste quand même en surveillance, même si on le dit pour l'instant, ce qui se passe n'est pas dramatique. Ça relève le terme qu'on a utilisé jusqu'ici est échauffouré, il rend bien compte de la situation. Tension, oui. Tension. Merci beaucoup Vincent Montinghem. Avec nous pour analyser et commenter cette journée tout à fait particulière, Axel Persson qui est conducteur de train et secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes et de Rambouillet, Loïc Signor, porte-parole du parti macroniste Renaissance, Emmanuel Rivière, politologue et directeur international des études politiques de l'Institut de sondage Comptart Public, et Gaëtan Mélin, chef du service économique et social de BFM TV. Gaëtan, alors un rapide premier bilan quand même de ce troisième round, moins de grévistes et moins de manifestants, même si tout cela reste quand même massif. Oui, tout à fait, notamment en région, effectivement, où on note une mobilisation donc en légère baisse dans les villes moyennes de l'ordre de 10%. Même chose dans les villes un peu plus importantes, comme Bordeaux, Marseille ou Toulouse. La mobilisation, il faut le dire, reste forte, mais inférieure en fait à mardi dernier. Alors, cela tient peut-être au fait que samedi prochain, il y aura une autre journée de mobilisation. D'ailleurs, Philippe Martinez, ce matin, indiquait chez nos confrères d'RTL que justement, il faudrait prendre en compte cette deuxième journée de mobilisation avant de tirer le moindre bilan de ces nouvelles mobilisations. Et puis, vous parliez des taux de grévistes. Eh bien, oui, là aussi, des taux de grévistes qui sont en très nette baisse, aussi bien à la SNCF que dans la fonction publique d'État, ou territoriale ou hospitalière. Notamment à la SNCF, on passe à 25% de taux de grévistes contre 36,5%, 11,4% dans la territoriale contre 19,4%, 4,19% dans l'hospitalière contre 7,9%. Et puis un repli également dans l'éducation nationale, que ce soit le primaire ou le secondaire. Mais encore une fois, tout ceci s'explique. Une journée de grève, ça coûte cher. Oui. Et lorsqu'on vous propose 2 journées de mobilisation, eh bien, il est certain que certains Français ont préféré se concentrer sur la journée de samedi prochain plutôt que de venir manifester aujourd'hui. Même si, encore une fois, si ces chiffres sont en baisse, on le concède, c'est une toute légère baisse. On est d'accord, Vincent Montinghem, pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres officiels de mobilisation du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore communiqué de chiffres, il devrait le faire dans les minutes qui suivent. Pour l'instant, le seul chiffre dont on dispose, c'est celui de la CGT qui parle donc de 2 millions de manifestants à l'échelle de la France entière.
On est obligé de compter à chaque fois quand on sait qu'on va affronter un jour de grève, de compter l'argent qui disparaît? Oui, bien sûr, puisque contrairement à une idée reçue, non, on n'est pas payé les jours de grève, que ce soit dans le public ou dans le privé. Mais en revanche... Vous faites bien de le rappeler, en effet. Mais ce qui est c'est une certitude, c'est que oui, ça coûte un peu d'argent, c'est-à-dire on n'est pas payé, on ne perçoit pas de rémunération les jours de grève. Mais si cette réforme venait à passer... En revanche, il paraît que ça se renégocie parfois au moment de la reprise du travail, ça peut, de temps à autre. Ça peut, si le rapport de force est suffisant, ça peut faire partie des fois, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, par exemple au chemin de fer, ceci dit. D'accord. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Ouais. Mais ça peut faire partie des issues de fin de conflit, en général, quand le conflit est victorieux. J'entends bien. Là, ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est en tout cas que, peu importe le nombre de jours de grève à faire, ce qui est sûr que c'est si cette réforme venait à passer, on paierait beaucoup plus cher que quelques jours de grève, puisque on perdrait presque 2 ans de vie libérés du travail. Et donc ça, évidemment, ça n'a peut-être un coût, c'est-à-dire la grève, mais quelque part, cette liberté par rapport à l'asservissement au travail, ça n'a pas de prix. Donc ça vaut la peine de se battre. Alors, le fait qu'il y ait moins de monde aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui potentiellement s'essouffle, ou qu'au contraire, je dirais, la pression des salaires était importante dans les choix de manifestation, sachant que Philippe Martinez ne manque pas de rappeler, et d'ailleurs la plupart des autres leaders syndicaux, qu'ils veulent cette semaine qu'on fasse le bilan en 2 parties, hein, c'est-à-dire la manif aujourd'hui et l'appel à la manifestation de samedi prochain. Oui, après ça c'est cohérent, puisque d'entrée de jeu, les 2 manifestations et les 2 initiatives avaient été annoncées de manière simultanée, c'est-à-dire mardi et samedi. Donc ce qui est assez habile. Oui, donc forcément il faudra articuler les 2. Mais après, un mouvement, c'est quelque chose qui est vivant, c'est-à-dire que c'est jamais linéaire, il y a des hauts et il y a des bas. Et donc, sachant que là, on peut même pas vraiment parler de bas, puisque même si en effet, il y a un peu moins de participants, la participation reste massive. Excusez-moi, parce qu'on a une charge des forces de l'ordre en ce moment même. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation? Et je vous redonne la parole tout de suite après. Hein. Vincent Nottingham. Donc c'est ce qu'on indiquait tout à l'heure. En fait, les forces de l'ordre sont sur les rues adjacentes de cette place de la Bastille. Elles ne veulent pas que les éléments les plus radicaux prennent ces petites rues, parce qu'on le sait, il y a encore des véhicules qui sont stationnés. Et c'est là où il y avait des feux de poubelle tout à l'heure. Exactement, c'est là où il y avait quelques feux de poubelle, et notamment du mobilier urbain qui a été pris par les éléments les plus radicaux pour en découdre avec les forces de l'ordre. Donc le but de la manœuvre, c'est vraiment de tenter de ramener le plus de monde possible sur la place de la Bastille, pour ensuite permettre de disperser plus dans le calme et ne pas faire en sorte que ces éléments se regroupent dans des petites rues où les interventions, on le comprend aisément, sont beaucoup plus délicates. On va rejoindre nos reporters qui sont donc sur place de la Bastille pour qu'ils nous disent exactement ce qu'ils perçoivent et ce qui se passe en ce moment même en direct à Paris en cette fin de manifestation. Oui, tension en cette fin de cortège de cette manifestation. Alors des tensions qui se cristallisent dans les rues adjacentes à cette place de la Bastille. On est ici rue Saint-Antoine, et depuis plusieurs minutes, des individus lancent divers projectiles sur les forces de l'ordre. Les Braves M, vous savez, ce sont ces brigades de répression des actions violentes motorisées, viennent d'arriver sur place. L'objectif des forces de l'ordre aujourd'hui, c'est d'éviter que ces éléments radicaux, ces éléments perturbateurs ne prennent des rues adjacentes pour pouvoir se confronter à ces forces de l'ordre. Donc pour l'instant, les tensions elles sont en train de se cristalliser rue Saint-Antoine, et à l'heure où l'on se parle, les CRS avancent vers les individus. Ils essaient d'interpeller ces éléments radicaux pour les sortir de la manifestation, et les Braves M qui sont en train donc de courir vers les manifestants. Tension, de nombreuses chaises, des bouteilles en verre ont été jetées sur ces forces de l'ordre. Ce n'est pas représentatif de l'ambiance de cette manifestation aujourd'hui, puisque tout s'est déroulé globalement dans le calme. La préfecture de police de Paris annonce 17 interpellations. Il y a eu notamment une agence bancaire qui a été saccagée, des individus qui ont voulu s'en prendre à de nombreux fast-food, de nombreux restaurants sur le trajet de la manifestation. Mais alors que la nuit tombe, à Paris, les tensions commencent un peu à être de plus en plus importantes. Intervention, donc je disais, de la brigade de répression des actions violentes qui tentent de contenir ces manifestants sur la place, alors que certains d'entre eux tentent de prendre adjacente donc à la place de la Bastille. Nos reporters en direct de la place de la Bastille. Axel Persson, vous qui avez quand même l'habitude des manifestations, on sent le moment où ça peut éventuellement un peu déraper, ou alors on voit des personnages qui n'ont rien à faire là et qui viennent perturber une manif qui se passe normalement. Non, je pense que tous les manifestants qui sont là manifestent autour des mêmes objectifs. Après, Nous sommes bien d'accord, mais je l'ai bien compris. Oui. Mais est-ce que vous voyez arriver le moment où il y a des gens qui vont vous déborder parce qu'ils ne sont pas là pour les mêmes raisons que vous? C'était ça le sens de ma question. Oui, mais je pense encore qu'une fois que tout le monde qui est là, peu importe les méthodes qu'ils choisissent
pour manifester sont là pour les mêmes objectifs. Alors, on ne va pas se cacher d'un autre petit doigt, c'est-à-dire qu'il y a des divergences dans le mouvement sur comment atteindre les objectifs. Nous, en tant que militants ouvriers, on pense que la méthode pour y arriver, c'est l'arrêt du travail collectif de manière massive et coordonnée dans un ensemble de secteurs pour faire plier le gouvernement et le patronat. D'autres éléments pensent que c'est par le biais, par contre, d'affrontements parfois ciblés avec les forces de l'ordre sur une place publique, s'attaquer à des symboles, ce qu'ils estiment être les symboles du capitalisme. Donc vous ne les rejetez pas? En tout cas, vous avez bien compris que ce n'est pas forcément nous qui menons, c'est-à-dire le mouvement ouvrier historique qui mène ce genre d'action. J'entends bien, mais comme je vous ai fait, j'ai essayé de vous faire bien distinguer les choses au début de ma question, j'ai bien compris aussi que vous expliquez que vous aviez d'une certaine façon, le même combat. C'est pour on ça a des divergences d'appréciation sur comment il faut mener la lutte, mais en tout cas, ne comptez pas sur moi pour distribuer les bons et les mauvais points entre les manifestants. Ça, c'est pas quelque chose auquel moi je souscris, et ceci dit, je l'assume. Loïc Signor, je vous vois réagir. Je trouve que c'est regrettable comme prise de position, parce qu'on attend des syndicats traditionnels qui ont le droit et ont toute la légitimité à contester et à montrer leur désaccord avec la réforme. On attend de vous que vous condamniez ce genre d'exaction et d'agression des forces de l'ordre, que je tiens à saluer au passage. J'allais justement vous dire, moi, que je ne vous mettais absolument pas dans le même panier que ces militants qu'on appelle, alors je ne sais pas si ce sont des Black Blocs, mais qu'on appelle parfois Black Blocs, en tout cas ces éléments perturbateurs. Force est de constater que vous ne faites pas la séparation entre cette lutte faite d'exaction et de violence et la vôtre, et je le regrette et je le condamne. Puisqu'il m'est proposé de répondre, puisqu'il est proposé de répondre à brûle pour point comme ça, moi ce que je pourrais dire, c'est que je me méfie toujours de cette dichotomie-là, parce que j'ai un bon souvenir d'une manifestation, notamment le 18 octobre, c'était quand les raffineries étaient en grève et qu'il y avait les ordres de réquisition. J'ai un très bon souvenir justement des forces de l'ordre qui ont chargé de manière complètement injustifiée, un peu de nulle part, d'ailleurs le service d'ordre de la CGT, qui a brillamment d'ailleurs résisté et qui a tenu la ligne. Le service d'ordre de la CGT est connu pour être compétent. Et qui a brillamment tenu la ligne face à cet assaut justifié. Donc c'est pour ça que commenter des images comme ça, d'ailleurs je ne suis plus dans la manifestation puisque je suis parmi vous, c'est quelque chose justement que je ne fais pas, parce que je ne sais pas exactement ce qui se passe, qui c'est qui a commencé, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ce que je dis aujourd'hui aux travailleurs qui nous écoutent, c'est que nous, ce qu'on pense, que pour gagner ce mouvement, il va falloir rentrer en grève, c'est-à-dire arrêter le travail de manière collective, et c'est ça qui est la méthode que nous on préconise, avec bien sûr des manifestations de masse, mais avant tout la grève, c'est-à-dire l'arrêt de travail dans les entreprises du privé et du public. Philippe Corbet, comment faut-il qualifier cette situation aujourd'hui, au-delà des échauffourées qu'on commentait il y a quelques instants, en termes de mobilisation, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Enfin voilà, on est quand même à notre troisième journée de grève, on a un grand rendez-vous de fin de semaine samedi, alors j'allais vous dire, c'est le rendez-vous entre guillemets familial, ou en tout cas celui où tout le monde peut aller. On interrogera dans quelques instants nos responsables des sondages là-dessus, mais voilà, quel premier bilan faites-vous de cette journée? Je vais vous citer un responsable important de la majorité qui vient de citer à Anne-Sora Dubois du service politique du BFM TV une formule assez significative. Il dit, en fait, ce qui est du monde ou pas dans la rue aujourd'hui, ça ne change pas le schmilblick. Enfin, schmilblick, je sais jamais comment on le dit. Le schmilblick, l'équation. Ça ne change pas le schmilblick. Ah ben non, c'est beaucoup plus drôle si on dit schmilblick. Enfin, c'est l'expression qui a été utilisée. Peut-être qu'il n'est pas très jeune, ce responsable de la majorité, pour avoir une référence aussi ancienne. Mais en fait, c'est ça. En fait, ça ne change pas le schmilblick. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait moins de monde aujourd'hui, ça serait, pour reprendre ce mot, il y a encore du monde, il y a encore beaucoup de monde dans la rue. Alors peut-être un peu moins d'1 million de personnes, on verra le total qui sera fait par on a la perception qu'il y a moins de monde, mais il y a beaucoup de monde. Un peu moins de 2 millions de personnes, il reste néanmoins beaucoup de monde dans la rue. Alors c'est trop tôt pour dire si c'est un reflux, si c'est une démobilisation. L'important c'est samedi, il n'y a pas de conclusion à tirer de la mobilisation aujourd'hui. En revanche, et là c'est moi qui le dis, c'est pas ça ne fait que renforcer l'enjeu de samedi. C'est-à-dire que si samedi, il y a moins de monde que ce que les syndicats anticipent, eh bien le gouvernement pourrait dire regardez, c'est bien le signe que il y a moins de mobilisation où finalement il n'y a pas le monde qu'on attendait. En revanche, si samedi, et c'est une possibilité, si samedi c'est la plus grande manifestation depuis 40 ans en France, vous vous rendez compte? C'est possible, hein? Il y avait 2 800 000 personnes selon la CGT la semaine dernière. Le record de 2010, c'est 3,5 millions. S'ils arrivent à faire 3,5 millions ou au-delà, là, samedi, il y a une situation politique qui est secouée. Et donc, c'est un peu l'enjeu des prochains jours. Est-ce que samedi, c'est une marche au-dessus ou une marche en dessous?
Loïc Signor, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3,5 millions de manifestants samedi. Je ne vais pas faire de scénario de course sur la C'est ce que je comète ou répondrai de à votre place. pronostic. Moi, je peux répondre sur Mais ça la me bataille de suffit chiffres pas. qu'il y a eu 9 millions de bulletins Emmanuel Macron dans l'urne et dans les urnes au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, on peut faire des batailles de chiffres. Je sais que les syndicats... Il ne vous a pas échappé que le président a été élu au second tour, Oui, mais avec au premier notamment tour, les voix de avec la gauche qui réforme des voulaient retraites. bloquer Et le c'est pour ça Rassemblement que national. Je préfère ne pas le faire. Voilà. Et ne pas entrer dans un concours de chiffres. Moi, je suis d'accord avec la théorie du schmilblick. Si vous pouvez me Écrivons-la permettre, comme ça, la Corday. théorie du Schmidt. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps parlementaire, dans un temps où le débat a lieu, et vous l'avez dit, d'entrée de jeu. Maintenant, le test, il est à l'Assemblée nationale. Nous avons jusqu'au 17 février, les parlementaires ont jusqu'au 17 février, en tout cas à l'Assemblée nationale, pour améliorer le texte si besoin s'en faisait sentir, et notamment pour ceux qui, dans l'Assemblée, et ne font pas partie du groupe Renaissance, trouveraient des points d'accord avec nous sur des améliorations qui ne visent pas non plus à déséquilibrer l'équilibre financier du texte. Aujourd'hui, c'est 18 milliards d'économies par an, 6 milliards qui vont dans les mesures de justice sociale. On peut encore trouver sans doute des aménagements, des amendements. Moi, ce que je remarque simplement, c'est que le débat n'a pas lieu à l'Assemblée nationale parce que la NUPES s'obstine à obstruer le débat, à ne pas faire de débat parce qu'ils sont gênés finalement. Et la CGT, de la même manière, quand on dit retraite à 60 ans, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Retraite à 60 ans, comme le propose la NUPES par exemple, avec 40 annuités, ça coûte 90 milliards d'euros par an. Ça veut dire des impôts supplémentaires pour les Français et des pensions qui baissent. Et ça cache aussi l'obstruction, les divisions au sein de la NUPES. Parce que LFI dit 60 ans avec 40 annuités. Alors que le Parti Socialiste, qui fait partie de la NUPES, dit 60 ans avec 43 annuités. Ça veut dire qu'il faudrait commencer à 17 ans. C'est une machine à décote, une machine à pauvreté, et il n'y a pas d'accompagnement de justice sociale. Alors oui, nous demandons des efforts. Nous demandons des efforts avec une juste répartition. Je rappelle que 4 Français sur 10 partiront toujours avec un âge anticipé de départ à la retraite. Mais il faut comprendre que cela coûte cher quand on propose des mesures intenables. Alors, j'accueille Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, Bonsoir, qui nous rejoint et qui va qualifier la situation dans quelques instants. Et j'ai quand même une question à Emmanuel Rivière. Bon, il y a un climat qui a entouré jusqu'ici ces manifestations qui semblait très propice aux syndicats. Est-ce qu'on peut dire clairement, oui, les Français soutiennent ces mouvements de grève, alors que jusqu'ici, on le prend à l'envers en disant les Français rejettent cette réforme majoritairement. Je me fais comprendre? Absolument. Ce qui est frappant, à vrai dire, dans les différentes enquêtes, et notamment celle du BFM TV, c'est que non seulement le soutien est majoritaire dans l'opinion, à peu près à la hauteur d'ailleurs du rejet de la réforme, Oui. et il évolue. Monsieur Persson, je crois que c'est vous qui disiez ça, ce mouvement social est vivant. Dans les sondages, il est vivant comme rarement un mouvement social l'a été. C'est-à-dire que souvent, les choses sont figées dès le départ. On a un taux de soutien qui se maintient à peu près sur la durée, et plutôt avec un tassement sur la fin. Vous nous dites quoi? Là, c'est vivant? Là, ça progresse. Là, ça a progressé dans une enquête récente de l'ordre de 7 à 10 points. Donc, une espèce d'entrée dans les éléments de rapport de force auxquels les Français assistent. Une partie d'entre eux participent, qui donne le sentiment qu'il y a une manche qui a été gagnée, qui est probablement celle de la mobilisation, c'est-à-dire du succès des premières mobilisations. C'est pour ça que c'est aussi un petit enjeu, la question du chiffre, pour savoir si finalement ce momentum donne le sentiment de se maintenir. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, le débat il est aussi parlementaire, il est assez possible, compte tenu notamment de la cacophonie, que ce qui se passe au Parlement soit un peu sous le radar de l'opinion et soit un peu moins intéressant que ce qui se passe dans la rue. Dans ce cas-là, les opposants à la réforme, et en particulier la NUPES, ont gagné la partie. Pour l'instant. Ils ont gagné une partie qui est celle de la mobilisation et de l'opinion. Après, c'est quand même le Parlement qui, in fine, a le fin mot de l'histoire. Mais c'est sûr que dans le rapport de force, ça change les choses. Et donc, je souscris à l'idée que le rendez-vous de samedi est un rendez-vous important. On est frappé par la mobilisation qui, à chaque fois, est réussie en région, et en particulier dans les villes moyennes. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? En fait, si on essaie de il y a un côté, recul, pardonnez-moi, j'aime pas ce mot, mais enfin, il a un sens. On a l'impression que le pays profond réagit aussi à la réforme en ce moment. Voilà. Les gens sont concernés, on a eu pour les raisons suivantes. Il y a 3 ingrédients dans cette réforme. Il y a un premier point qui est est-ce qu'il faut réformer les retraites? Et au départ, majoritairement, les gens se disent on ne peut pas ne rien faire, parce qu'il y a un fond d'inquiétude sur les retraites. Il y a une réponse qui a été apportée qui est de dire il faut travailler plus longtemps. D'après nos enquêtes, nos analyses, c'est un peu là où la boîte de Pandore a été ouverte.
Est-ce qu'il faut vraiment travailler plus longtemps? Il y a quelque chose qui est profondément interrogé là. C'est, je pense, un des ingrédients de cette mobilisation. Beaucoup de gens se sentent concernés. Puis le troisième élément, c'est la réponse, la modalité. Et pour travailler plus longtemps, mesure d'âge. Et c'est là où ça se cristallise. Et d'ailleurs, il est très frappant de voir que le taux de rejet de la réforme correspond exactement au taux de rejet de cette modalité de la réforme. Okay. L'allongement de la durée de cotisation est moins rejeté que l'allongement à 64 ans, et le niveau de rejet de la réforme égale le niveau de rejet des 64 ans. Gaëtan Mélin. Les Français ont l'impression de ne pas être entendus par l'exécutif. Et cette mobilisation, en fait, c'est un moyen d'expression, et ça va au-delà finalement de la réforme des retraites, car lorsqu'on entend ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu dans ce cas-là un mouvement social de ce type. Exactement, parce où que les quand Français on écoute dans leur ensemble les manifestants en région, avoir l'impression d'être représentés. Voilà, ils ne vous parlent pas simplement de la retraite, ils parlent du pouvoir d'achat, ils parlent de l'inflation, de toutes ces inquiétudes, et finalement, c'est un moyen d'expression. C'est-à-dire que habituellement, on leur donne pas la parole, on va pas les voir, on leur demande pas ce qu'ils pensent, et aujourd'hui, finalement, en se mobilisant assez massivement dans ces petites villes dont vous parlez, ces sous-préfectures, ces villes moyennes, eh bien, c'est un moyen pour eux de faire entendre leur expression. Si je peux compléter rapidement sur ce point, pour l'illustrer. Oui, mais je vais avoir envie d'entendre Frédéric Souillot, donc je vous demande de me faire une version brève. Il y a une crispation très particulière des 50-64 ans, c'est-à-dire les gens pour qui 2 ans de plus, par rapport à un calendrier qui n'est pas à 30 ans, qui n'est pas à 43 ans, qui est à 10 ans dans leur construction, ça compte. Des gens se sentent très concernés, directement impactés. Je pense qu'il est là le levier de la mobilisation. Bon, il y a moins de monde, mais il y a du monde. S'il faut résumer en 2 phrases, Frédéric Souillot, aujourd'hui, quel est votre bilan? La même chose que les fois précédentes, puisque je viens après chaque manifestation. La mobilisation, elle est massive, et nous ne sommes pas là pour nous compter, mais pour faire reculer le gouvernement, l'exécutif. Aujourd'hui, les mobilisations, au moins autant que le 19, voire même un peu plus, un petit peu moins que le 31, mais il y a aussi 2 zones qui sont en vacances, et ça c'est normal. Et pour la première fois, on annonce 2 manifestations dans la même semaine. Donc si on fait les comptes... C'est assez habile ça finalement, a posteriori. Je ne m'étais pas rendu compte au début. Si on fait les comptes samedi soir, on aura beaucoup plus de monde si on ajoute le mardi et le samedi que nous en avons eu le 31. Nous sommes des millions à manifester. Vincent Vantingen, on fait un point parce qu'on se rend compte que pour l'instant, ça ne s'apaise pas place de la Bastille, sans qu'on puisse dire que ça s'enflamme non plus très violemment. Oui, juste avant ça, on est en mesure d'annoncer les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur sur la mobilisation à l'échelle de la France. Sur toute la journée, le ministère de l'Intérieur donne un chiffre de 757 000 participants, dont 57 000 à Paris. On le rappelle, c'est les organisations syndicales parlent, eux, d'une mobilisation de 2 millions de personnes à l'échelle de la France entière. Donc 750 différentiel 1 300 000. Exactement. Il faut rappeler, le 31 janvier, les autorités avaient recensé 1,2 million de manifestants en France contre 2,8 millions. Là, on avait un différentiel à peu près de 1,5 million. Là, on est sur un différentiel d'1,3 million. Et on était à 1,1 million lors de la première journée de mobilisation, selon les chiffres de la préfecture. On va retrouver nos reporters sur le terrain pour savoir ce qu'est exactement le climat ce soir à la Bastille. Quelques tensions en cette fin de manifestation. Vous le voyez sur ces images de notre journaliste reporter d'Images. Il y a un important dispositif policier sur cette place de la Bastille. Il tente de faire évacuer la place. Il reste quelques éléments radicaux qui s'en prennent par moments à ces forces de l'ordre qui jettent des projectiles. C'est encore le cas à l'heure où l'on se parle. Des projectiles donc sur ces forces de l'ordre, des bouteilles en verre, encore du mobilier de restaurant. Mais ils sont effectivement excessivement même très nombreux, ces forces de l'ordre ce soir, des gendarmes, des compagnies de CRS ainsi que les brigades de répression des actions violentes. Donc pour l'instant, il y a une petite accalmie, mais le dispositif il reste en place. Progressivement, les CRS avancent pour faire déloger les tout derniers manifestants. Une ambiance électrique qui n'est pas vraiment représentative de l'ambiance générale cet après-midi dans les rues de Paris. 400 000 personnes selon la CGT qui ont manifesté
passé dans le calme. Du côté de la préfecture de police de Paris, on nous informe qu'il y a eu 17 interpellations. Une agence bancaire a été saccagée. Et puis il y a eu surtout des tentatives de dégradation sur des restaurants de fast-food. Pour l'instant, donc un feu de poubelle vient tout juste d'être rallumé. Les CRS qui continuent à progresser. Vous le voyez sur ces images, donc pour déloger les tout derniers manifestants sur cette place de la Bastille, alors que la nuit est en train de tomber sur Paris. Et une avancée plutôt rapide, vous le voyez sur les images, donc des CRS qui vont tenter d'interpeller les tout derniers éléments radicaux et surtout de repousser au maximum ces manifestants qui ne souhaitent pas pour l'instant quitter la place de la Bastille. Ambiance électrique, pas représentative de cette troisième journée de mobilisation à Paris. Mais justement, ça amène une question supplémentaire puisque vous êtes sur place. Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon, à cause de ces violences ou même contenus auxquels nous assistons pour l'instant, que les manifestants ne manifestent plus et qu'on est déjà dans la dispersion? Parce que ces derniers temps, la manif restait quand même tardivement au point d'arrivée. Oui, alors il n'y a plus aucune pancarte contre la réforme des retraites, plus de banderoles, plus de drapeaux, uniquement des personnes qui ne semblent pas vraiment manifester à l'heure où l'on se parle, plutôt des éléments qui souhaitent poursuivre la soirée sur cette place et s'en prendre aux forces de l'ordre. Ils sont plusieurs centaines à être encore sur place. Le dispositif policier est assez impressionnant et petit à petit, les forces de l'ordre, elles avancent pour déjà interpeller ces éléments radicaux, les sortir de cette foule et puis faire reculer au maximum les personnes pour qu'elles restent chez elles. Encore une fois, les policiers tentent, ils se rapprochent de cette colonne de la place de la Bastille. Certains manifestants lancent encore des bouteilles en verre sur ces forces de l'ordre. Mais petit à petit, la place est en train de se vider dans une ambiance pour le moins électrique alors que la nuit est en train de tomber sur la capitale. Comment percevez-vous, Frédéric Souillot, ces échauffourées auxquelles on a le droit aujourd'hui et qu'on avait évité jusqu'ici? Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Ce ne sont pas des manifestants. Les manifestants du cortège syndical, ils ne sont pas là. Quand vous posiez la question sur place de la Bastille, juste avant la place de la Bastille, on avait des itinéraires délestage pour sortir nos camionnettes, nos ballons et tout cela. Et puis, c'est dommage. Parce que, encore une fois, la mobilisation, comme l'a dit votre reporter, elle ne s'est pas passée dans cet esprit-là. Elle s'est bien déroulée comme les deux précédentes. Et puis, là, c'est quelques ultras qui avaient décidé que ce soir, pour eux, c'était leur soirée. C'est pas des manifestants des organisations syndicales. Alors, c'est pas exactement ce que nous disait tout à l'heure Axel Persson, qui refusait en quelque sorte de se dissocier totalement de ceux qui étaient présents, qui peuvent avoir mais des formes de manifestations plus violentes. Alors, je veux pas vous faire vous opposer l'un à l'autre, mais je ne me trompe pas sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Oui, mais je ne suis pas en contradiction avec ce que vient de dire mon camarade de Force ouvrière. Ah, c'est bien, alors faites tout le point. Parce que j'avais bien précisé en effet que ce n'était que nous en tant que militants entre camarades. Ouvriers, quand militants ouvriers, nous ce qu'on défendait comme méthode de lutte, c'était avant tout la grève, l'arrêt de travail qui doit se généraliser selon nous dans un maximum d'entreprises et c'est ça qu'il va falloir généraliser pour mettre à genoux à la fois le gouvernement, mais aussi le patronat qui est promoteur de cette réforme derrière le gouvernement. Mais en revanche, ce que je disais en effet, c'est que oui, c'est pas nouveau que dans les mouvements sociaux, il y a des divergences d'appréciation sur comment atteindre cet objectif. Et il y en a en effet qui pensent que brûler la poubelle ou s'en prendre à des symboles de ce qu'ils estiment être le capitalisme, c'est un moyen d'y parvenir. Moi, je pense humblement que c'est peut-être pas sur ça que nous, en tout cas en tant que militants ouvriers, on va mettre l'accent pour gagner. C'est ça que j'ai dit, puisqu'on est tous capables d'un peu de nuance, je pense. Absolument, et on a besoin de nuance, surtout dans les moments où il n'y en a pas forcément dans la rue. Je vois pas de nuance quand on dit qu'on veut mettre le gouvernement à genoux, quand on lutte contre les symboles du capitalisme, que le patronat serait derrière cette réforme. Ils ont été consultés, les patrons, les représentants des organisations patronales, ils n'étaient pas tous d'accord avec toutes les mesures d'ailleurs que compose cette réforme, et notamment l'index senior, parce qu'on parlait des seniors, et on a des résistances. Il faut rappeler ce dont il s'agit, parce que, excusez-moi, mais alors il a beaucoup évolué. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas, je le dis humblement, la mesure la plus importante pour les seniors, parce qu'il y a aussi la retraite progressive, il y a aussi le contrôle médical à 61 ans pour voir s'il y a possibilité ou non de continuer. Pardonnez-moi, là vous venez de nous présenter un plat et vous me refaites l'ensemble de la carte. Alors commençons par le plat. Cet index senior, et je vais expliquer du coup ce qu'il s'agit, mais c'est pas la mesure la plus importante en ce qui concerne les seniors. L'index senior, ce que nous avons proposé, c'est que chaque entreprise publie ses emplois de seniors, donc à partir de 50 ans, fasse la transparence absolue sur son emploi de senior. Pas chaque entreprise, soyez précis. Non. Alors,
Au début, c'était 3000 salariés. Ensuite, on est passé à 1000. Aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des entreprises de plus de 50 salariés. C'est d'ailleurs une proposition du Parti Renaissance qui va être proposée à l'Assemblée nationale par les députés Renaissance et qui sera concertée ensuite par les partenaires sociaux qui vont pouvoir faire du dialogue social en entreprise sur cette question-là. Et ensuite, il y aura des sanctions et de la contrainte si les entreprises ne respectent pas cet index, la publication de cet index et surtout l'emploi de ces seniors. Et donc, en réalité, je pense que le patronat n'est pas derrière, par exemple, cette mesure, comme vous le dites. Le patronat, le grand méchant patron n'est pas derrière la réforme des retraites. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur. Oui, il y a d'autres solutions qui existent. Bien sûr, il n'y a pas que le décalage de l'âge légal. Il y a aussi la hausse des impôts. Et ça, c'est ce que propose la CGT. C'est ce que propose la NUPES. C'est ce que propose la France Insoumise. 90 milliards d'euros, ça coûte la retraite à 60 ans. C'est 750 euros d'impôts de plus par Français par an. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, on peut aussi baisser les pensions. Dire à nos retraités d'aujourd'hui, qu'on va baisser leurs pensions pour préserver le système de retraite. Après, il y a les propositions de la France Insoumise ou des Verts, du droit à la paresse, de taxer les milliardaires. Mais ça, je pense que les Français ont compris que ce n'était pas réaliste. Mais vous êtes glissé le droit à la paresse, c'est pas très élégant. Un dernier mot là-dessus. Oui. C'est aussi pour ça, je pense, que les rapports, les sondages sont vivants, comme vous le dites, je reprends votre expression, parce qu'on assiste à des mensonges. Et ça, forcément, quand on ment aux Français, les Français doutent encore un peu plus. J'entendais Daniel Simonet tout à l'heure. Alors, il va falloir qu'on ait Frédéric Souillot vous répond. Allez-y. Il faut qu'on ait un petit peu d'honnêteté intellectuelle. J'aimerais bien. Parce que vous dites mentir aux Français. Depuis quand vous expliquez qu'on va pouvoir baisser les pensions et le reste? Votre index senior, depuis le début, depuis la campagne présidentielle. Non, c'est faux. Et vous voulez baisser les pensions? Non. Mais c'est ce que vous dites et c'est faux. Regardez ce qu'a dit le corps. Franchement, moi, je suis intéressé de savoir comment bien sûr, vous augmentez le taux d'emploi des 55-64 ans de 10 points. Comme ça. Non, mais... Nous les aides... regardez les aides publiques. Vous voulez récupérer 18 milliards, vous avez supprimé... C'est pas les mêmes... Vous avez supprimé je vous propose 18 milliards de CVAE, monsieur. Donc, vous pouvez nous raconter la vie que vous ne connaissez pas. Le monde du travail... dans le monde du privé, donc je la connais. Oui, tant mieux, tant mieux. Et donc, si vous aviez travaillé dans le monde du privé, vous ne prendriez pas la retraite comme cela. J'ai travaillé à 16 ans, cher monsieur. Tant mieux, moi aussi. J'ai fait des petits boulots. Oui. J'ai été journaliste. J'ai fait des études. Très bien, monsieur. Et c'est pour ça que vous pouvez donner des leçons à tout le monde. Aujourd'hui, 93% des salariés actifs ne veulent pas d'un recul de l'âge de départ. Parce que je le connais même mieux. Parce que moi, je regarde pas mon temps syndical au travail. Ah bon? Voilà. Moi, j'ai connu le travail. J'ai même fait grève, si ça vous intéresse, cher monsieur. J'ai même fait grève. Et alors, vous aviez droit, et c'est constitutionnel, la grève. Oui. Mais aujourd'hui, ne venez pas nous donner des leçons. Je ne vous donne pas de leçons. Vous dites que je ne connais pas le monde du travail. Je le connais parfaitement, cher monsieur. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, vous l'avez pas pris dans le bon sens. C'est l'emploi. C'est l'emploi le problème. Et du sens qu'il prend. Moi, je vous dis simplement que le chômage a baissé. Mais aujourd'hui, la totalité des... On est au taux de chômage le plus bas depuis 2011. Vous pouvez le contester, c'est une réalité. On est au taux de chômage au plus bas depuis 2011. Oui, bien sûr. Oui. Vous le contestez? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'en suis ravi. Par contre, on a le plus bas taux d'emploi des 55-64 ans de toute l'OCDE. Le taux de chômage des 50 ans, 65 ans est aujourd'hui 6%. C'est pas quelque chose dont je me félicite. Il faut améliorer les choses. Mais c'est pas la réforme des retraites qui va permettre de redonner de l'emploi aux seniors. C'est des mesures d'accompagnement qui seront débattues. Et je vous fais peut-être un scoop par là, qui seront débattues après la réforme des retraites. Dans une loi qui s'appelle la loi plein emploi, pour que chacun puisse avoir un emploi, en bénéficier à temps plein et en pouvoir. Donc votre index senior, ça veut dire. J'avais jamais entendu parler de cette loi plein emploi. Je vous donne un scoop. Ah bon, alors oui, Mélan connaît tout. Par cœur. La loi plein emploi, c'est ce qui suivra la pour nos téléspectateurs. Pour vos téléspectateurs, je le dis parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a urgence à préserver le système des retraites, mais ensuite, tout ce qu'on entend aujourd'hui en parallèle du débat sur les retraites, c'est un débat sur le rapport au travail. Et donc, il y aura évidemment l'index senior dont on parle beaucoup en ce moment, mais aussi le CET universel, portable et monétisable. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le CET, c'est le compte épargne-temps, ce qui vous permet de monétiser du temps que vous prenez ou simplement de prendre du temps sans perdre d'acquis social dans l'entreprise et de temps de vacances et de temps de salaire. Et donc ça, ce seront des mesures qui seront proposées. Le dividende salarié, l'intéressement participation abaissé aux entreprises de 50 salariés, tout ça, ce seront des propositions qui seront faites après la réforme des travails et qui viendront, je le crois, humblement, répondre à certaines interrogations des Français aujourd'hui qui s'expriment en marge du débat sur la réforme des retraites. Et je vous appelle les syndicats à participer à ces discussions. Parce que c'est non mais on participe à toutes les discussions et on l'a fait sur tout le long des concertations. Et lors des concertations, toutes les organisations syndicales vous ont dit
pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. C'est ce qui explique les mobilisations d'aujourd'hui. Ce que vous n'entendez pas, d'ailleurs. Alors, simplement... Pardonnez-moi, je vous interromps, je fais un point juste parce que on a vu je ne sais pas comment il faut dire, appeler ça un mouvement de police tout à fait particulier, Vincent Vantinghem. Ça a l'air plutôt de se calmer à la Bastille, et je veux bien, en quelque sorte, une nasse qui s'installait autour de la place elle-même. Que s'est-il passé? Et on redonne la parole bien entendu à nos invités. Alors une nasse peut-être, mais avec une porte de sortie, puisque le but c'était de ramasser les derniers manifestants encore présents sur les lieux et qui ne souhaitaient pas partir, pour justement les engager vers la voie de la sortie et leur expliquer que la manifestation était désormais terminée et qu'il fallait se disperser. On attend encore un bilan très précis de la préfecture de police quant aux interpellations, parce que pour l'instant on a un bilan à 18h, donc qui remonte un peu, qui faisait état de 17 interpellations. Oui. On se doute que ce bilan sera revu un petit peu à la hausse, mais là visiblement après les dernières heures et les dernières tensions qui sont apparues, notamment dans les rues adjacentes, on voit les forces de police ont sécurisé le secteur, et le but c'est de convaincre les derniers participants à rentrer chez eux. Là on voit les images parisiennes, et on sait ce qui s'est passé à l'échelle du pays en termes de maintien de l'ordre et éventuellement d'échauffourées s'il y en a eu. Alors pour l'instant on n'a aucune remontée sur des échauffourées. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas eu lieu. Ce qui veut dire que visiblement il n'y a pas eu de tension. On le sait, lors de la dernière manifestation, il y avait eu quelques éléments à Marseille, notamment quelques événements qui s'étaient produits à Marseille, mais là rien n'a été signalé pour l'instant. On ne doute pas qu'on aura un bilan très précis un petit peu plus tard, mais à ce stade, nous n'avons pas connaissance de heurts ou de tensions qui seraient apparues en province. Bon, je vous ai interrompu alors que vous étiez en train de répondre à Luc Signor. Que vouliez-vous lui dire finalement? Que ce soit l'index senior ou le reste, quoi que vous vouliez faire, la totalité des organisations syndicales, 93% des salariés actifs, une majorité de citoyens vous dit pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Et vous comptez entendre ou écouter à quel moment? On vous a écouté, vous l'avez même rappelé. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer. Et d'ailleurs, je m'en félicite. Vous ne nous avez pas écouté. Vous ne nous avez pas écouté. Vous proposeriez un autre projet de réforme. Une question, j'essaie de vous répondre. Non. Nous avons une différence d'appréciation, un casus belli, un désaccord de fond sur la mesure d'âge. Dont acte. Maintenant, les concertations, les négociations, les discussions ont eu lieu entre le gouvernement et les syndicats. Concertation, pas négociation. Maintenant, c'est un temps parlementaire. Et nous verrons quelle issue donneront les parlementaires à ce texte. Mais respectez, s'il vous plaît, la Constitution. Ce ne sont pas les syndicats, avec tout le respect que je vous dois, qui font la loi. Prenez en compte les discussions qui pourront avoir lieu après l'examen du texte dans l'entreprise. Le dialogue social, j'y suis attaché. Vous aussi. Je vois qu'on peut avoir des points d'accord sur des mesures concernant le rapport au travail, pas sur la mesure d'âge. J'ai bien compris. Mais laissez-nous exercer le mandat qui a été donné par les Français au président de la République et aux députés du groupe Renaissance Horizon Modem pour faire passer ce texte, et nous verrons à l'issue de l'examen ce qu'il faudra en faire. Mais il y aura d'autres mesures, d'autres concertations, d'autres discussions, et qui sont, je crois, plus en lien avec les débats que nous avons aujourd'hui sur le rapport au travail. Axel Persson pour la CGT Cheminot, et on ira refaire un tour rapide sur place de la Bastille. Oui, en fait, je pense aussi que, certes, ceci dit, les discussions sur le taux d'emploi des seniors sont intéressantes, parce que c'est aussi le quotidien de beaucoup de salariés, notamment qui dépassent 55 voire 60 ans, qui de fait se retrouvent souvent sans emploi, même s'ils sont pas officiellement en retraite. Je le vois, y compris moi en tant que conducteur de train, même passé 50 ans, même si l'âge de retraite a reculé, on voit que notamment les restrictions médicales, puisqu'on doit passer des visites médicales assez régulières, à partir de 50 ans, c'est là où ça commence à tomber. Donc certains arrivent à atteindre 60 ans, mais en fait, on voit à partir de 50 ans, souvent on bascule dans une forme d'inactivité. À titre personnel, vous pensez qu'on peut plus conduire un train passé 50 ans? En fait, c'est pas tant moi qui le dis, j'espère. Non, mais je vous pose la question personnellement. J'espère que je pourrais. C'est votre métier, Mais en fait, c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle la visite d'aptitude. Et en fait, à partir de 50 ans, justement, les règles changent. C'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, là où on devait les passer tous les 3 ans, il faut les passer tous les ans. Et à partir de 58, il faut passer tous les 6 mois, parce que justement, le risque augmente. Et les conducteurs de la SNCF prennent leur retraite à quel âge? Il y a autant de réponses qu'il y a de conducteurs de train quasiment, puisqu'il y a les statutaires, il y a les contractuels, il y a plein de cas différents. Moi, par exemple, dans mon cas personnel, comme j'ai commencé assez jeune, en gros, je pourrais partir dans l'état actuel des choses vers 57 ans et demi. Ça bougera pas. Non, pour l'instant, ça bougera pas. Mais ça bougera pas. Mais ceci dit, juste pour replacer, parce qu'il y a des cas spécifiques. En fait, cette question sur les retraites, c'est pas un débat qui commence maintenant. Ça s'inscrit dans un temps long, dans la confrontation entre le mouvement ouvrier et le patronat et ses représentants politiques. C'est-à-dire que la retraite à 65 ans ou 64 ans, c'est pas nouveau. Ça date pas de 2022. 65 ans, c'est l'âge de départ qu'on pratiquait en 1910 déjà. Et quand on regarde les débats à l'époque, c'est les mêmes déjà à l'époque. C'est-à-dire que les ouvriers, le mouvement ouvrier
il dit la retraite, ce sera la retraite demain, on va pas l'atteindre en bonne santé. Il vous a pas échappé que la durée du travail a changé et que les conditions de travail, heureusement, se sont améliorées. Mais justement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, le mouvement ouvrier arrivait à imposer le progrès social, c'est-à-dire réduction du temps de travail à la fin dans la semaine. On passait des 48 heures aux 40 heures, aux 39, puis aux 35. Et la même chose, on a réussi à reculer l'âge de départ de la retraite de 65 à 60 ans, au point même que d'ailleurs, quand l'âge de départ à 60 ans avait été instauré, beaucoup de salariés s'attendaient que l'étape prochaine, ce serait justement les 55 ans, voire les 50 ans. D'ailleurs, c'est un peu l'idée après la Deuxième Guerre mondiale, c'était que progressivement, on allait rapprocher... Ah non, on a tous eu des fantasmes fous, mais c'était le sens de l'histoire. C'était le sens de l'histoire. Aujourd'hui, justement, on essaie de tourner dans le sens inverse de ce sens de l'histoire. Peut-être que vous n'acceptez pas que l'histoire est une fin à certains moments sur certains domaines. Mais ce que vous venez de nous dire, en tout cas, est intéressant. Vous voulez réagir, Emmanuel Rivière, pardon. C'est vrai que les conditions de travail ont changé et que la pénibilité du travail est plus la même. Mais notre civilisation a un peu changé aussi et est apparue dans nos cycles de vie tels qu'on se les représente ce moment. Après l'activité et avant que la vieillesse nous limite dans nos possibilités, qui fait partie désormais de la société française, comme de société occidentale, ce moment de vie pour soi, de vie pour le monde associatif, de vie pour les loisirs, de vie pour s'occuper de ses petits-enfants. Ça n'existait pas, ça, il y a 100 ans, l'idée qu'on puisse avoir un temps qui est préservé. Et c'est vrai, quand on entend les gens en parler, de ce moment de la retraite à laquelle ils aspirent, on a l'impression que c'est cette espèce de petit morceau de paradis qu'on cherche à préserver, faute de croire à l'autre paradis. Ce qui n'est pas étonnant dans une société qui sécularise. Et c'est pour ça que l'amputé de 2 ans... c'est vrai que ça apparaît comme une espèce d'écorchure qui rend les choses un peu compliquées. Si le paradis est sur Terre, c'est mieux. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'on a pas, non seulement on n'a pas de planète B, mais on n'a pas de vie au-delà. Gaëtane Mélin, et on va refaire un tour à la Bastille. Non, c'était juste pour répondre à votre question, parce que concernant le statut des cheminots, qui permet en fait aux conducteurs de partir, de demander l'ouverture de leurs droits à partir de 52 ans. La réforme va les faire passer à 54 ans, et effectivement, à partir de 57 ans, ils peuvent partir à la retraite sans décote, donc pour les conducteurs. Avec 43 de cotisation, bien sûr, 43 années quand même. Mais l'âge de départ sans décote, c'est 57 ans chez les conducteurs de la SNCF qui sont encore au statut, parce qu'on rappellera que le régime de la SNCF avec le pacte ferroviaire a changé, et depuis janvier 2020 les personnes qui travaillent à la SNCF, qui ont été embauchées à la SNCF maintenant sont dans le régime général et ne sont plus au statut. Pardonnez-moi, je vous ai bien compris, vous étiez conducteur à 20 ans? Moi, un peu avant, oui, j'ai commencé la formation. On peut conduire des trains à 20 ans? En fait, on peut légalement conduire à partir de 18 ans. C'est une question de pure curiosité. En fait, on peut légalement à partir de 18 ans, mais personne ne peut le faire, parce qu'en fait, on est embauché à 18 ans, mais la formation dure 1 an, voire 1 an et demi. Donc on peut rentrer en formation à 18 ans, mais donc au plus tôt, si on réussit la formation, c'est 19 ans et demi en réalité. Écoutez, oui, c'est une grosse responsabilité pour quelqu'un de 19 ans et demi. Après, il est sanctionné par un examen. J'entends bien, mais voilà, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs le découvrent. On repart retrouver nos reporters sur la place de la Bastille. Quelle est la situation au moment où nous parlons? Eh bien écoutez, il n'y a quasiment plus de manifestants sur cette place de la Bastille. On voit les forces de l'ordre qui, à 19h pile ou presque, se sont mis en position et ont expliqué que c'était le moment de se disperser aux manifestants, et les ont repoussés vers le boulevard qui rejoint la gare de Lyon dans le calme, contrairement à ce qu'il s'est passé entre 18h et 19h30, donc, où il y a eu quelques échauffourées ici et là autour de la place de la Bastille, avec quelques tirs de gaz lacrymogène et des projectiles. En tout, 17 interpellations autour de cette manifestation aujourd'hui, des incidents vraiment, encore une fois, à la marge de cette troisième grande manifestation contre la réforme des retraites ici à Paris. 400 000 personnes selon la CGT ont battu le pavé dans la capitale cet après-midi. Le cortège était parti d'Opéra vers 14h cet après-midi et arrivé aux alentours de 17h30 ici place de la Bastille. Tous les syndicats étaient évidemment présents. La CFDT en tête de cortège, la CGT, elle, est arrivée à la place de la Bastille par un itinéraire bis, et puis au fur et à mesure toutes les autres organisations syndicales. Encore une fois, un cortège très hétéroclite avec beaucoup de jeunes, d'actifs du privé, du public, qui sont encore une fois très déterminés à continuer cette mobilisation pour faire reculer le gouvernement, et qui se sont donné rendez-vous dès samedi prochain pour une grande nouvelle manifestation.
Eh bien, on va en parler de cette manifestation de samedi prochain. Nous en rejoint Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV, et Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Vous venez de nous rejoindre. J'imagine que vous étiez dans les rangs des manifestations. Oui, c'est après, en début d'après-midi, oui. Bon, alors, on sait qu'il y avait un peu moins de monde que d'habitude, mais je sais que depuis le début, très habilement, vous faites le cumul du mardi et du samedi. Quel climat il y avait finalement? Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui? C'était plutôt bon enfant. Alors, il y a eu quelques échauffourées en fin de manifestation, effectivement, mais globalement, on voit qu'il y a une forte adhésion des Français contre cette réforme. C'est-à-dire qu'on voit partout, quand on va dans les entreprises, quand on va sur les marchés, contrairement à ce que les députés peuvent dire, certains députés de la majorité, tout le monde nous parle de la réforme des retraites en disant que c'est inacceptable. Voilà, et que donc, on voit bien qu'il y a une poussée forte de la part des citoyens pour nous dire il faut y aller, il faut continuer. Et je me rappelle d'un sondage de BFM qui disait que 60% des Français étaient pour des blocages. Et donc on voit bien qu'il y a une vraie tension dans le pays. Et malheureusement, je peux comprendre que les députés n'entendaient pas cette tension. C'est regrettable, mais il va falloir qu'ils comprennent vite parce que nous sommes nous-mêmes, syndicalistes, aussi malins qu'eux. Et donc, par exemple, on connaît très bien le calendrier parlementaire comme eux. On est aussi stratégique qu'eux. Et donc, s'ils pensent effectivement que c'est fini, ils se trompent. Et je peux vous dire que, Frédéric Sueur est à côté de moi, il n'y a pas une feuille de papier cigarette entre nous. Et il y aura de nouvelles mobilisations, il y aura de nouvelles prises de position. Et que le gouvernement ne pense surtout pas que nous allons céder parce qu'il se trompe. Alors, visiblement, on entendait Loïc Signor qui était à votre place il y a quelques instants. Le gouvernement continue de faire un pari très clair qui est de se dire que, voilà, enfin, le vent va souffler dans la plaine et que pour l'instant, il est hors de question de bouger sur quoi que ce soit. On est bien d'accord. En tout cas, ils espèrent une fatigue. Enfin, quelle est finalement l'analyse qu'ils font au bout du compte? En tout cas, il est hors de question de bouger sur les deux totems qui sont les 64 ans et les 43 ans de cotisation. Ça, c'est clair et net. Ça ne bougera pas. Je dis bien en l'état. En revanche, il y aura dans les prochains jours encore de nouvelles concessions sur les carrières longues, notamment. Il y a eu ce week-end, il y en aura sûrement d'autres dans les prochains jours. En tout cas, ce soir, l'exécutif ne fanfaronne pas. On ne dit pas ça y est, c'est gagné. Il y a un petit peu moins de manifestants et il y a moins de grévistes. On considère que le vrai test, ça sera samedi. C'est-à-dire que si samedi il y a encore un peu moins de monde, on pourra considérer au sommet de l'État que ça y est, ça commence un petit peu à faiblir. En revanche, aujourd'hui, ce n'est pas perçu au sommet d'État comme une journée de victoire pour l'exécutif. Donc on ne crie pas victoire, on ne va pas fanfaronner ce soir et on considère qu'il vaut mieux faire profil bas parce que même s'il y a moins de manifestants, il y a quand même aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde dans la rue. Gaëtan Mélin. Et la question sera de savoir si finalement, même s'il y a une très très forte mobilisation samedi prochain, si on dépasse octobre 2010, si on franchit la barre des 3 700 000 manifestants, est-ce que effectivement ça sera suffisant pour que le gouvernement l'entende, ou bien est-ce que finalement les organisations syndicales vont devoir passer à la vitesse supérieure avec des blocages, avec des grèves reconductibles, en fait rentrer dans un mouvement beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Laurent Berger, au départ de la manifestation tout à l'heure, indiquait que finalement, le fait que les manifestations se passent bien, que ce soit bon enfant, que tout soit sous contrôle, il avait le sentiment que le gouvernement n'entendait pas cette mobilisation française et que finalement, il faudrait peut-être être beaucoup plus dur pour obtenir gain de cause. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en mars prochain, une fois que les vacances seront passées, ces organisations syndicales vont finalement franchir le pas et aller vers un mouvement plus difficile? D'une phrase rapidement, parce que je dois aller à l'Assemblée nationale. Même s'il y a 3 millions de manifestants samedi, même 4 millions, je vous le dis Gaëtan, il n'y aura pas de retrait du texte samedi soir ou dimanche. Ce que cherche l'exécutif, c'est de trouver une majorité à l'Assemblée avec les Républicains et c'est de ne pas de répondre à la rue. En tout cas, c'est la stratégie actuelle. Alors, en attendant dimanche et après cette mobilisation aujourd'hui dans les rues de Paris, le débat a repris au Parlement. Bonsoir Anne-Sora Dubois, merci beaucoup de nous rejoindre. Les débats sont-ils aussi houleux qu'hier? Absolument, vous ne serez pas déçus, on en est à presque 9 heures de discussion sur cette réforme des retraites au sein de l'hémicycle et les députés viennent à l'instant, je vais y arriver, de démarrer l'examen de l'article 1er seulement. Jusque-là, ils avaient seulement étudié l'article liminaire et les débats sont régulièrement ponctués par cette phrase du ministre du Budget et des Comptes publics, Gabriel Attal, qui ne cesse de répéter « Retirez vos amendements
également d'obstruction. Voilà, journée à nouveau très houleuse, quasi 100% retraite, y compris pendant la séance de questions au gouvernement. La Première ministre a défendu son ministre du Travail accusé de favoritisme. Il conserve toute ma confiance, mais aussi celle du président. Vous avez compris, le gouvernement n'est pas prêt de lâcher son ministre du Travail, qui est la figure qui porte cette réforme des retraites. Et puis sur l'ambiance générale du pays, très électrique aujourd'hui, et aussi l'ambiance du Parlement, un échange assez éclairant, assez en réalité révélateur de ce qui s'est passé à l'Assemblée aujourd'hui. C'est l'échange entre le député NUPES Louis Boyard et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Écoutez bien, bordélisation contre caricature de bordélisation. Je vous laisse les écouter. Vous écrasez les lycéens sous la pression de Parcoursup. Vous les condamnez par votre inaction climatique. Vous les noyez dans les chômages et le bas salaire. Vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire? Non. Et vous venez d'admettre à demi-mot que vous alliez continuer de les réprimer. Vous les réprimez, nous les soutenons. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays. On avait bien compris le principe général de votre question, qui n'était ni finalement sur les étudiants ou sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir sans doute pour vos réseaux sociaux les 15 secondes que Wendy Harol évoquait pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire un petit moment de reconnaissance. Oui, monsieur le député, vous êtes la caricature de ce que j'essaie de dénoncer dans le Parisien, c'est la bordélisation du pays. Et voilà, et vous comprenez aussi qu'à la source de cette tension, il y a aussi les rapports de force au sein de l'Assemblée, puisqu'on a eu 2 premiers scrutins ce soir et c'est très très serré. Il portait notamment ces 2 premiers scrutins sur l'article liminaire qui précède donc l'article 1er de ce projet de loi de réforme des retraites. Premier scrutin, à peine 10 voix d'écart, 257 voix pour, 247 voix contre. Et deuxième scrutin, à peine 17 voix d'écart. En clair, à ce stade, le Parlement est coupé en deux parts presque égales. Ça vous donne aussi un peu voilà, la température au sein de l'hémicycle ce soir. Sera Dubois, par curiosité, ces sonneries qu'on entend derrière vous, c'est pour rappeler les députés en session ? Absolument, c'est pour rappeler les députés en session parce qu'il y a des interruptions parfois. Il ne vous a pas échappé que les débats sont extrêmement longs. Ça a repris à 17h, ça va durer jusqu'à minuit et ce pendant 10 jours. Donc parfois, il y a quand même des toutes petites pauses respiration ou pause café pour tenir jusqu'à minuit. Bien compris. Donc bon courage Massorane, comme on dit dans les contes. Bon, ils travaillent comme des malades là quand même en ce moment, même si c'est de la perturbation permanente, Thomas Soulier. Oui, ça dure à peu près 14 heures par jour, voilà. Ça dure 9 jours. Il faut dire qu'il y a un temps limité. C'est-à-dire qu'il y a 50 jours de débat au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou après au Sénat. Certains auraient espéré que ça dure beaucoup plus longtemps. Je rappelle que ça a duré des mois et des mois pour la réforme Woerth en 2010. Donc là, on est sur un temps très programmé. Il y a eu un débat ce matin intéressant sur est-ce qu'il faut siéger ce week-end ou pas. Oui. Samedi, dimanche, le gouvernement a dit non, c'était clair. La NUPES a dit allons-y, faisons ça samedi, dimanche. Le gouvernement a dit pourquoi vous voulez faire de l'obstruction. Maintenant, si la NUPES veut travailler le samedi et dimanche, alors là, mon système de valeurs bascule. Il y a 20 000 amendements à examiner. Qu'on siège samedi ou dimanche en plus, ça ne servira à rien. Bon. Alors, nos Français là-dedans, comment ils perçoivent tout ça ? C'est là où c'est sans doute un petit peu dommage pour le parlementarisme, ces épisodes, parce que suivre les débats hier et aujourd'hui à l'Assemblée nationale, de la part de citoyens dont on a bien vu qu'ils sont intéressés par ce qui se passe, ça demandait une certaine endurance. Et donc le caractère un peu illisible du débat, le fait que ce débat ne semble pas enrichir la question, je pense fait qu'on va pour l'instant davantage s'intéresser. On n'a jamais vu les Français passer des journées entières à regarder, excusez-moi, ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Et je dis ça sans une once de mépris pour ce qui s'y déroule et pour les débats qu'on y tient. Il n'y a que nous, parce qu'on est un peu pervers et que c'est nos métiers. Ça craint l'intérêt. Oui, mais tant mieux. Oui. Et c'est bien. Il y a des moments qui pouvaient, de temps en temps, voilà. Un des derniers moments, d'ailleurs, remarqué à l'Assemblée nationale, ça a été un des derniers, ça remonte à loin, 2013, c'est le vote sur le mariage pour tous. Là, c'est pas complètement faux ce qu'a dit Gérard Darmanin. Le fait que pour pouvoir avoir un accès à l'extérieur, des députés cherchent à faire des séquences qu'ils vont mettre sur les médias sociaux est en train de changer les mœurs parlementaires et la manière dont on s'y comporte. Je vous interromps, on va tout de suite retourner à l'Assemblée nationale et je vous redonnerai la parole ensuite pour retrouver Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Merci de nous rejoindre, Manuel Bompard. Merci à vous. Votre réaction après ce 3e round de mobilisation, important mais avec moins de monde dans la rue que les 2 dernières fois?
Écoutez, je pense que le mouvement social maintient la pression. Il y avait encore près de 2 millions de personnes, si on croit les organisations syndicales aujourd'hui dans la rue. C'est une mobilisation extrêmement importante. Puis vous le savez, cette semaine, il y a 2 dates de mobilisation. Donc je pense que c'était utile que cette date maintienne la pression. Et puis l'objectif maintenant, c'est d'être encore plus nombreux samedi 11 février, avec l'objectif d'être suffisamment nombreux pour obliger le gouvernement, qui fait la sourde oreille pour l'instant, à entendre le message et à reculer. Que répondez-vous, parce que c'est un des événements qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée, à Gérald Darmanin, qui affirme que votre député Louis Boyard est une caricature de bordélisation? Écoutez, je pense que M. Darmanin est une caricature de brutalisation, puisque vous avez plus de 70% des Français qui sont opposés à cette réforme, 93% des actifs, l'ensemble des organisations syndicales de salariés, plusieurs millions de personnes qui ont défilé à 3 reprises maintenant dans les rues de France pour s'opposer à cette réforme. Et M. Darmanin et son gouvernement n'écoutent personne, ne tiennent compte de personne et veulent continuer et passer en force. Donc vous voyez la brutalisation du débat public, le risque de bloquer le pays. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui en est responsable. Donc je les appelle à être plus raisonnables, à faire preuve davantage de respect vis-à-vis des Françaises et des Français, à écouter le message qui leur a été envoyé et à reculer. Il n'y a pas de honte à reculer. Parfois on se trompe. Le mieux, c'est de s'en rendre compte le plus rapidement possible pour éviter que le pays soit dans une situation encore plus difficile dans les prochaines semaines. Les 2 représentants syndicaux qui sont sur notre plateau ont été stupéfaits de vous entendre dire, en annonçant les chiffres de mobilisation, si l'on en croit les syndicats, vous voulez les rassurer ou leur répondre? Non, mais je crois que c'est une formule qui consiste à dire que les chiffres des organisations syndicales sont effectivement de près de 2 millions de personnes. Oui. Voilà. Bon, et je sais bien que vous allez me dire que les chiffres de la police seront peut-être plus faibles. C'est la vie, mais dans tous les cas, il y avait beaucoup de monde. Bon, et ça, je pense que personne ne le conteste. Et donc, c'était une 3e journée de mobilisation encore très réussie. Et je pense que la volonté de tous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la prochaine manifestation qui a lieu samedi soit encore plus nombreuse, encore plus massive, encore plus déterminée que la 3e manifestation qui a eu lieu aujourd'hui. Bon, les amendements, vous continuez de bloquer le système? Non, nous ne bloquons rien du tout, nous faisons notre travail parlementaire. Et faire notre travail parlementaire, c'est amender, c'est faire des propositions alternatives, c'est proposer de retirer un certain nombre d'articles de ce projet de loi qui sont très mauvais, c'est pouvoir crédibiliser et montrer qu'il y a d'autres possibilités de financement. Et donc les droits constitutionnels des parlementaires, c'est notamment celui de pouvoir déposer des amendements. Et si on ne veut pas qu'il y ait d'amendements des parlementaires, dans ce cas-là, le plus simple, c'est de supprimer l'Assemblée nationale. Vous verrez, ça ira beaucoup plus vite. Mais il n'y aura pas de débat. Donc le principe du débat, c'est de faire en sorte qu'on puisse déposer des amendements, qu'il y ait de l'argumentation, que certains soient votés, que d'autres ne le soient pas. C'est ça le travail parlementaire. Et consacrer à peine 15 jours pour discuter d'un texte aussi important que le texte sur les retraites, je pense que s'il y a une volonté aujourd'hui d'empêcher le débat, il est davantage du côté du gouvernement que des parlementaires qui font leur travail en proposant des amendements. Avec 20 000 amendements, on peut en tout cas vous faire remarquer que votre force de travail était conséquente. Et ça ne me dérange pas. Moi, par exemple, si vous voulez, je suis prêt à venir travailler samedi, à venir travailler dimanche, à ouvrir un maximum de séances pour qu'on puisse avoir le temps de balayer l'ensemble des articles de ce texte de loi. Vous savez, lors du vote de la première loi sur les retraites en France, les débats avaient duré pendant 4 mois. Donc je pense que c'est pas absurde de considérer qu'on peut passer plusieurs mois, plusieurs semaines à discuter d'un sujet aussi important que celui sur les retraites. Vous savez, retirer 2 ans de vie à la retraite des Françaises et des Français, c'est pas un détail qu'on règle comme ça en quelques jours à l'Assemblée nationale. En effet, mais justement, on serait tenté de vous dire, la façon de faire évoluer les choses n'est pas de bloquer le système avec 20 000 amendements, mais au contraire, de discuter au fond. Mais vous savez, nous discutons au fond. Nous ne bloquons pas le système. Les amendements que nous proposons sont des amendements qui sont des amendements de fond. Et vous verrez dans les débats, dans les discussions, que les prises de parole que nous avons pour défendre ces amendements sont des prises de parole sur le fond. Nous faisons un travail qui est le travail de parlementaires et nous portons la parole de cette immense majorité des Français qui sont opposés à cette réforme et qui nous demandent de faire notre travail, d'assumer la responsabilité pour laquelle on a été élu à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en l'occurrence s'opposer à ce texte de loi sur les retraites. Une question de Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV, et on vous libère. On va se parler franchement. Vous avez 2 intérêts. D'abord, à arriver rapidement à l'article 7 qui concerne les 64 ans. Deuxième intérêt, à pousser le gouvernement, à les inciter à faire un vote et donc dégainer le 49.3. Donc en clair, pourquoi vous ne retirez pas la majorité des amendements pour faire ces 2 choses-là? C'est dans votre intérêt politique même.
Mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je pense que vous n'êtes pas très bien placé pour déterminer ce qui est dans notre intérêt politique. Pour ce qui, Je vous donne cette question. non, mais il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui concerne la stratégie qui est la nôtre, vous allez souffrir qu'on va la discuter nous-mêmes. Et on prendra Et c'est quoi? la Parce qu'on meilleure. a du mal à l'avoir. C'est laquelle votre stratégie? Mais notre stratégie, c'est de nous opposer pied à pied, ligne par ligne, article par article, amendement par amendement à cette réforme des retraites pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas voir le jour. Et de ce point de vue-là, nous faisons notre travail d'amendement. Et les amendements que nous déposons, ils sont utiles, ils sont nécessaires pour éclairer le débat public. On va débattre notamment pendant les prochaines heures de quelles sont les nouvelles ressources, de quelles pistes de financement alternatifs on pourrait mettre sur la table, puisque le gouvernement semble dire qu'il y a besoin d'aller chercher de l'argent, ce que je conteste, parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites n'est pas du tout aussi dramatique que ce que le ministre a répété hier à la tribune de l'Assemblée nationale. Je pense que vous pouvez comprendre que pour le débat public, c'est utile d'avoir des amendements dans lesquels on propose des pistes de financement alternatifs, en mettant à contribution les plus hauts salaires, en mettant à contribution les dividendes. Tout ça, c'est un sujet qui mérite d'être discuté dans l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Manuel Bompard, Merci député à des vous. Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Le rapport droite-gauche en ce moment et de sympathie pour les partis politiques dans notre pays, il en est où? Il en est que là, dans notre baromètre Comptable public pour le Figaro Magazine, on a battu le record du nombre de gens qui se sentent proches d'aucun parti politique. Près de 40% des Français. C'est grave. Hein. Oui, et les partis qui sont les acteurs majeurs de cette séquence parlementaire se partagent entre 5 pour les moins bien placés et 15% des sympathisants. Oui. Le balancier penche à droite. Alors après, on pourra avoir un débat sur où on inclut la République en renaissance entre la gauche et la droite. Mais les forces de gauche, toutes mises bout à bout, pèsent difficilement 25%, ce qui est un vrai décalage avec, effectivement, l'assentiment qu'il y a autour de certaines positions, propositions, et ce qui est en train de se passer autour du monde du travail. C'était très frappant par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure, de voir que dans une enquête récente, obligé de choisir entre la hausse le recul de l'âge légal et la hausse des cotisations, les gens choisissaient un peu contre toute attente la hausse des cotisations, donc une perte de pouvoir d'achat immédiate. Je pense que voilà, il y a un débat qui s'est ouvert dans le débat, qui est le rapport au travail et le rapport non pas à la valeur travail, les gens qui sont attachés, mais à ce qu'on conçoit autour du monde du travail. Mais vous êtes d'accord tous les deux à ce qu'on prélève un peu plus d'argent sur les cotisations des salariés? Ah mais attendez, les cotisations employeurs, enfin il manque quand même autour de la table quand même un élément essentiel. Où sont les employeurs? Où sont les employeurs? Sur les plateaux télé, on les voit pas. À la radio, on les voit pas. Dans la concertation, on les a pas vus. On les voit nulle part. On les entend, mais on va dire qu'ils sont assez discrets. Qui frappent pas la porte. Pourquoi? Parce que souvenez-vous quand même, au moment de la réforme systémique, il y avait une conférence des financeurs qui avait été mise en place. Ils étaient là. Et là, comme par hasard, ils sont plus là. Et on les entend plus. Or, moi je suis désolé, je rappelle toujours la même chose. François Bayrou, lui-même, a proposé 1 point d'augmentation des cotisations sociales employeurs. 7 à 8 milliards d'euros. C'est pas moi. C'est François Bayrou. On est dans un pays où jamais le chômage a été aussi bas depuis des années. Ce qui veut dire que l'action du gouvernement, en tout cas en ce domaine, a été plutôt une réussite. Est-ce que vous croyez que c'est le moment, en effet, d'augmenter les cotisations? Et est-ce que vous ne pensez pas que la protection sociale a joué un rôle d'amortisseur essentiel et que c'est pour la démocratie sociale et pour notre pacte social aussi extrêmement important? Est-ce que d'affaiblir notre protection sociale aujourd'hui, c'est pas affaiblir aussi la productivité de demain? C'est ça les vraies questions. Et donc du coup, est-ce que les employeurs n'ont pas une responsabilité aussi sur ce sujet? Bien, nous pensons que oui. Et nous pensons qu'effectivement, ils devraient être là et de dire aussi on doit y participer. Parce qu'ils en ont besoin comme nous. Parce qu'aujourd'hui, la facture qu'on présente, c'est seulement les salariés qui la règlent. C'est tous les salariés qui prennent 2 ans de plus. C'est personne d'autre. Quand il y a eu le quoi qu'il en coûte, on était d'accord pour sauver les entreprises, l'emploi et tout ce qui allait avec. Mais aujourd'hui, la facture, elle est présentée à qui? Seulement aux travailleurs. La contracyclicité qu'on a mis en place pour l'assurance chômage en disant quand ça va mieux, eh bien, on est moins indemnisé, il faudrait la contracyclicité sur les aides publiques aux entreprises. Et pas autre chose. On va écouter Philippe Martinez de la CGT qui, lui, appelle largement à l'ampleur du mouvement. Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, eh bien forcément, il faudra monter d'un cran. D'ailleurs, il y a des salariés qui nous le disent déjà. C'est-à-dire? Des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles. Plus dures, plus massives et reconductibles. Vous êtes d'accord pour le programme, enfin pour le menu, je ne sais pas comment le qualifier?
Et nous, on a une intersyndicale. D'ailleurs, il doit y avoir un communiqué de presse qui vient de sortir. On aura une autre intersyndicale samedi. Est-ce qu'il faut durcir le mouvement? Pardonnez-moi, la question est simple. Est-ce qu'il faut durcir le mouvement? Frédéric Souillot. Je pense qu'il faut que nous durcissions le mouvement. Le gouvernement ne nous entend pas. Quel qu'il soit, ils font comme si, des jours comme aujourd'hui, il n'y avait personne dans la rue. J'ai écouté la Première ministre l'autre soir. Pas une seule fois, elle parle de mobilisation ni quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on a mis des millions de salariés dans la rue. Et il y en a encore quelques millions qui voudraient bien venir, mais la grève, vous l'avez déjà expliqué, on perd de l'argent. On va refaire une mobilisation samedi. Et vous avez dit que nous avons eu une stratégie d'intersyndicale. Oui. Et Dominique le disait tout à l'heure, pas une feuille de papier à cigarette parce que lui, il les roule, ces cigarettes. Moi, je les achète toutes cousues. Mais il n'y a pas une... L'intersyndicale, elle est unie et déterminée. Et vous serez les premiers à savoir quand nous aurons pris la décision sur la prochaine stratégie. Bon, alors, je ne vous nommerai pas ministre des Affaires sociales. Enfin, c'est des Affaires sociales peut-être, mais en tout cas pas de la santé. Après ce que vous venez de nous dire, il faut durcir le mouvement. C'est clair aussi. Tout a été toujours sur la table. C'est-à-dire qu'en intersyndical, nous avons toujours dit qu'il pouvait y avoir des secteurs qui pouvaient être plus en pointe que d'autres et que, effectivement, ça se verrait par secteur, par type d'entreprise. Oui. Si, effectivement, aujourd'hui, le gouvernement n'entend pas, tout est sur la table. On l'a toujours dit. Tout est sur la table et je voulais dire en introduction, nous sommes aussi intelligents stratégiquement que lui. Donc nous savons les dates, nous savons les vacances parlementaires, nous savons tout, nous savons quand ça va au Sénat, quand ça va revenir, etc. etc. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Le gouvernement devrait s'inquiéter. D'ailleurs, je pense qu'il s'inquiète. Je vais vous dire un truc. Quand j'ai entendu Gabriel Attal dire hier à la tribune de l'Assemblée nationale, notre système est en faillite, ça veut dire qu'il s'inquiète. Quand j'entends la Première ministre dire « je ne bougerai pas », ça veut dire qu'il s'inquiète. Et donc nous ne sommes pas résignés. Et il a raison de s'inquiéter, parce que nous allons gagner. Nous allons gagner parce que le peuple, les assurés sociaux, les travailleurs de ce pays sont avec nous. Et donc, s'il faut passer par des blocages, nous n'aurons aucun doute, il faudra y aller. Mais vraiment, tout se décidera à l'intersyndicale et par secteur, je vous l'assure. Vincent Wattingen, on fait un dernier point sur les mobilisations et puis les interpellations qui ont lieu en fin de journée. Alors, on attend toujours le bilan définitif du nombre d'interpellés. Pour l'instant, la préfecture de police communique sur 17. un nombre de 17 à 18 heures. La manifestation est désormais terminée, c'est-à-dire que la circulation a été rétablie sur la place de la Bastille. Les derniers éléments un peu récalcitrants ont finalement été repoussés par les forces de l'ordre en toute fin de journée. Sur la question de la mobilisation, donc il faut le rappeler, à l'échelle de la France entière, les syndicats revendiquent 2 millions de participants à la mobilisation. Le ministère de l'Intérieur évoque, lui, une participation de 757 000 personnes, dont 57 000 manifestants à Paris, contre 400 000 pour la CGT à Paris. Merci beaucoup. On marque une pause dans cette émission. On se retrouve avec nos invités. Les dernières infos dans un instant après cette nouvelle journée de mobilisation en France.